Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom. Aujourd'hui, 4e volet de notre semaine sur le patrimoine culturel africain avec notre dossier du jour qui sera consacré au Bogolan. En programme également de cette émission, le président sud-africain et leader du Congrès national africain Jacob Zuma s'est dit favorable à l'élection d'une femme à la tête de l'ANC. Et au Maroc, les autorités ont décidé d'interdire la fabrication et la vente de la burqa, le voile intégral. Et pour nous accompagner pendant cette émission, Suzanne Atangana-Mani, vous êtes fondatrice et directrice de happyface.fr. Bienvenue. Merci et merci de me recevoir. Michel Weni Ologoudou, vous êtes styliste modéliste. Bienvenue. Merci. Et avec nous également notre éditorialiste Jean-François Kanjikombe. Bienvenue Jean-François. Bonsoir Fanny, bonsoir à toutes et à tous. Tout de suite, l'actualité du jour. En Afrique du Sud, alors que le Congrès national africain est divisé par une guerre de succession, le président Jacob Zuma s'est dit favorable à ce qu'une femme prenne la tête de l'ANC, une déclaration qui intervient alors que son ex-épouse Nkosazana Dlamini-Zuma a reçu le soutien de la puissante Ligue des femmes de l'ANC, estimant que l'heure était arrivée pour qu'une femme devienne présidente du mouvement. Graziella Tchakonté. Et si la guerre de succession annoncée laissait place à une douce transition? Contre toute attente, le président sud-africain Jacob Zuma s'est dit favorable à ce qu'une femme prenne la direction du parti au pouvoir, le Congrès national africain. C'était ce 8 janvier 2017, lors d'une cérémonie célébrant les 105 ans de la formation. Un constat qui pousse les observateurs à la conclusion suivante. En 2017, l'ANC devra survivre ou périr. Il n'y a plus de discussion au sein de l'ANC pour savoir si une femme peut ou non occuper un poste à haute responsabilité. On a eu cette discussion dans le passé et le parti a conclu qu'à partir du moment où cette personne a les qualités requises pour diriger le mouvement, cela ne pose aucun problème. L'ANC est prêt pour cela et l'est depuis un certain temps. Une déclaration qui intervient alors que la course à sa succession bat son plein et selon certains observateurs, elle apparaît comme un soutien implicite à Nkosazana Dlamini-Zuma, son ancienne épouse, pressentie pour ce poste, considéré comme un tremplin pour la présidence. La déclaration de Jacob Zuma en elle-même ne peut pas constituer un problème, puisque nous sommes plus favorables à l'approche genre dans les questions de gouvernance politique, aussi bien que dans la question des droits humains socio-économiques. Donc le fait de dire ça, a priori, ne peut pas poser de problème. Sauf que effectivement, on sait que son ancienne épouse, qui est à la tête de l'Union africaine, qui va bientôt quitter cette position, est aussi citée parmi les potentiels successeurs de Jacob Zuma. Donc on peut penser que c'est un clin d'œil ou un appui même ouvert à celle-ci. Cette prise de position risquerait toutefois de susciter des remous au sein de l'ANC. Son secrétaire général, Gwede Mataché, alerte d'ores et déjà sur un risque de division. Pour l'heure, une chose est certaine, avec l'élection d'un nouveau président, 2017 s'annonce comme une année test pour la survie du parti au pouvoir, en perte de vitesse, loin des idéaux de ses pères fondateurs. Jean-François, si Nkosazana Dlamini-Zuma succède à Jacob Zuma, il y a un côté dynastie à la tête de l'ANC? Moi, ça ne me pose pas ce problème-là, Fanny. Ah ouais, ça ne me pose pas ce problème-là, d'abord parce qu'il s'agit de Mme Zuma qui a des compétences incontestables. Elle a été... On peut le discuter. En tout cas, elle a été une grande présidente de la Commission de l'Union africaine. Donc, de ce point de vue-là, la question de la compétence ne se pose pas. Et puis, après tout, elle a le droit d'épouser qui elle veut et surtout de divorcer de qui elle veut, puisque maintenant, elle n'est plus Madame Zuma. Donc, cette question-là ne se pose pas. Mais en revanche, la déclaration de Jacob Zuma est un peu surprenante du point de vue de l'organisation du fonctionnement démocratique des organisations politiques. Il y a une organisation politique, c'est l'ANC. C'est l'ANC.
qui a des règles, et des règles notamment pour désigner son candidat à la présidentielle. Et ici, moi ce que je comprends, c'est que Madame Zouma est en campagne, elle a le droit d'être en campagne, elle a le droit d'être soutenue par qui elle veut, mais pourvu que ça n'enfreigne pas les règles de l'ANC, d'organisation de l'ANC, de fonctionnement de l'ANC. Et pour finir... Mais elle est quand même soutenue par son ex-mari. Oui, elle est soutenue par son ex-mari, et moi, si je voulais être mauvaise langue, je dirais que je comprends très très bien que son ancien mari la soutienne. D'abord parce que aujourd'hui, l'ANC est un parti divisé, divisé entre ceux qui soutiennent Zouma et ceux qui ne rêvent que d'une chose, c'est d'une refondation profonde de l'ANC. Et elle, ce choix-là, c'est pour continuer dans la suite et donc dans le soutien notamment à la ligne politique de Jacob Zouma. Et puis la deuxième chose, c'est que Jacob Zouma, bientôt son mandat va s'achever, un mandat qui a été émaillé par toute une série de procédures, y compris des procédures constitutionnelles, et il peut se dire que la justice l'attend au bout du tunnel. Il vaut mieux toujours avoir à la présidence quelqu'un qui puisse. Avec tous ces scandales, est-ce que finalement le soutien de Jacob Zouma, c'est un avantage ou c'est un handicap? Précisément, dans le contexte de l'Afrique du Sud, je ne suis pas sûr que ce soit un vrai soutien, que ce soit à l'intérieur de l'ANC ou à supposer même quel triomphe des élections au sein de l'ANC, ni vis-à-vis du pays dans son ensemble. Oui, Michel Ouéni-Oulegoudou, vous vouliez intervenir? Vous avez posé la question que je voulais poser, donc j'ai eu la réponse. Alors, mais vous, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette candidature de Nkosazana Dlamini-Zuma? Sans remettre en cause les compétences de cette dame, c'est vrai que le soutien de son ex-mari va poser juste quelques interrogations, ne serait-ce qu'au niveau, je dirais, populaire ou au niveau des plus hautes sphères. On va se demander, mais est-ce réellement un soutien ou c'est plutôt une grande épine dans le pied? Suzanne Tangana Magnier, vous? Je pense que c'est une bonne nouvelle en tant que femme chef d'entreprise. Je ne peux que soutenir parce que, comme l'a dit monsieur, c'est une femme compétente qui a montré ses capacités au sein de l'Union africaine. Donc, elle a tout à fait les capacités de prendre la tête de l'ANC. Et ça ne peut être qu'une bonne nouvelle. En Afrique aujourd'hui, on a besoin de ce type de profil à la tête de partis politiques dans des pays démocratiques comme... Il n'y a pas conflit d'intérêt selon vous? C'est son ex-femme. Je veux dire, pour moi, je suis tout à fait d'accord. On épouse quelqu'un et si on divorce de lui, on ne reste pas sa femme à vie. Elle a une vie, elle a une vie politique, une vie personnelle et effectivement, je rejoins monsieur et madame. Ce n'est peut-être pas vraiment un soutien. Jean-François, quand on connaît les différents profils qu'il y a au sein de l'ANC actuellement, est-ce que Nkosazana Dlamini-Zuma a réellement ses chances aujourd'hui? Elle a ses chances, mais d'autres ont aussi leurs chances. Selon la logique même institutionnelle de l'ANC, il y a un vice-président. Et le vice-président, c'est généralement celui qui se présente comme le dauphin qu'on prépare pour les élections suivantes. Et de surcroît, en tant que vice-président, il tient un peu la clé de la maison. Donc il sait comment s'organise ce parti-là. Donc Madame Zouma, quand bien même elle a, c'est vrai qu'elle a un certain leadership, elle a un aura certain, mais elle aura à batailler dur dans le parti pour pouvoir s'imposer. Il ne suffit pas que Jacob Zouma pose un oracle comme ça pour que les élections soient jouées d'avance. Merci. Dans l'actualité également, le Maroc a décidé d'interdire la commercialisation et la confection de la burqa, voile intégrale dans tout le pays. Les autorités avancent des raisons de sécurité. Dès lundi, des agents du ministère de l'Intérieur ont mené des campagnes de sensibilisation auprès des commerçants. Zahra Mohamed Moutiou. La mesure serait motivée par des raisons de sécurité. Les autorités marocaines interdisent la confection et la vente de burqa, voile intégral, vêtements traditionnels des tribus pashtunes en Afghanistan qui dissimulent la femme de la tête aux pieds. Et pour faire respecter la circulaire portant sur l'interdiction de sa vente sur le territoire marocain, des agents mènent depuis lundi 9 janvier des campagnes de sensibilisation auprès des commerçants, en particulier dans les grandes villes du pays. Nous avons pris la mesure d'interdire totalement l'importation, la fabrication et la commercialisation de ce vêtement dans toutes les villes et localités du royaume. Le port de la burqa reste un phénomène marginal au Maroc, laissant place au niqab qui laisse entrevoir les yeux. Avec l'annonce de l'interdiction de la vente de la burqa,
Dans les mouvances rigoristes, on se pose désormais la question de savoir si le royaume est en train de se diriger vers l'interdiction pure et simple du niqab. Ils ont de fortes chances de se retrouver sur le même terrain que beaucoup de forces de progrès dans notre pays. Et moi, la burqa, ce n'est pas une liberté pour la femme, c'est un assujettissement. Pour cette ancienne ministre de la Femme, l'interdiction de la vente de la burqa est un pas important dans le combat contre l'extrémisme religieux. Le Conseil supérieur des oulémas, chargé d'appuyer la politique religieuse musulmane du pays, ne s'est pas encore prononcé sur la question de l'interdiction du voile intégral. Jean-François, le port de la burqa au Maroc, il reste quand même très marginal. Est-ce qu'il y a un véritable intérêt dans cette mesure ? Il y a un intérêt symbolique que je retiens avant tout. Le Maroc n'est pas n'importe quel pays, c'est un pays musulman, c'est un pays laïque, bien sûr, mais à la tête duquel il y a un roi qui est le chef des croyants, en tout cas d'une partie des croyants de l'islam, et ce n'est pas neutre que ce soit lui, sous son régime, que cette mesure soit prise. En même temps, c'est une manière aussi, la justification n'est pas religieuse, la justification est sécuritaire, et c'est vrai que lorsque dans d'autres pays, y compris dans celui où nous sommes, cette question s'était posée, et on avait considéré que c'était une atteinte à la liberté de l'islam, en tout cas à la liberté des croyants de l'islam. Mais que cette question se pose au Maroc, je pense que ça permet aussi de voir que peut-être le niqab n'est pas un commandement religieux impératif. C'est peut-être un commandement religieux. Je ne connais pas assez le Coran pour le dire, mais en tout cas, ce n'est pas un commandement impératif. Il est dommage quand j'entends la ministre tout à l'heure essayer de ramener ça à des considérations de liberté de la femme. Je crois qu'elle met de l'huile sur le feu. Aujourd'hui, il y a des raisons de sécurité tout à fait objectives qui peuvent justifier qu'on interdise le port de tenues qui permettrait de cacher des bombes, de cacher son identité pour aller commettre des attentats, etc. Et c'est cette problématique-là qui importe. Suzanne Atangana-Mamié, que pensez-vous de cette mesure qui est prise par les autorités marocaines ? Je pense que ça envoie un signal fort. Le Maroc, effectivement, étant un pays musulman avant tout, même si laïque. Cependant, je me pose juste une petite question parce que c'est quand même une mesure à la marge. On l'a dit. Il reste le port de la burqa. Le port de la burqa n'est pas interdit. Exactement. Donc, c'est également un vêtement couvrant. Donc, quel sera l'impact si on, d'un point de vue sécuritaire, pour moi, c'est à peu près la même chose. Franchement, je ne vois pas trop la différence entre avoir une grille sur les yeux et avoir juste un filet qu'on voit. Enfin, je veux dire, donc à voir. Mais c'est une mesure qui envoie un signal assez fort, en tout cas. Michel Wenny-Logodou, vous pensez également que la mesure n'est pas encore assez claire, le fait que le port de la burqa, lui, soit toujours autorisé ? Je pense que c'est déjà un pas vers quelque chose. Vers quoi ? J'avoue que je ne vois pas très bien où est-ce qu'on veut en venir. Est-ce qu'on veut complètement l'interdire à la fin ? Enfin, pour l'instant, ce que je vois, c'est une avancée vers un débat, une discussion. Tant que la raison évoquée est sécuritaire, dans le contexte actuel, je pense qu'on ne peut pas dire grand-chose. Ça me semble très clair, très simple, et juste à accepter dans un premier temps. Après, effectivement, c'est vrai qu'il y a toute la question de savoir, celles qui ont déjà une burqa, qu'est-ce qu'elles en font ? Dans la rue, est-ce qu'on va les arrêter ? Enfin, le débat est beaucoup plus vaste. Déjà, il y a eu un pas qui vient d'être fait, la raison est très simple, est très claire, et très actuelle. Et je pense qu'il faut déjà, dans un premier temps, l'accepter et l'appliquer comme ça. Après, les débats sont ouverts. Oui, justement, Jean-François, il n'y a pas un paradoxe quand même dans cette mesure. La fabrication et la vente qui sont interdites et le port qui, lui, est toujours autorisé ? La fabrication et la vente interdites, mais bon, il y a un paradoxe, vous avez raison, mais on va vers l'interdiction de la burqa. C'est l'interdiction de la burqa sur le territoire. Si on ne peut pas le vendre sur le territoire, ça veut dire aussi la vente de l'extérieur vers le territoire. Et à ce moment-là, c'est juste un jeu de texte, mais c'est une interdiction du port. Moi, je vois une différence entre la burqa et le niqab. Il y a
une tenue qui vous masque complètement, qui en plus est une tenue ample. Nous savons très bien, pas seulement au Maroc d'ailleurs, y compris en Afrique subsaharienne, ça arrive au Cameroun, on a vu au Cameroun, on a vu au Tchad, on a vu dans d'autres pays où des personnes précisément utilisant la technique de la ceinture bombée vont faire exploser des marchés, etc. Donc la même chose, ils ne pourraient pas le cacher sous leur visage. Je comprends, moi, cette différence-là et la raison qui est invoquée maintenant, le débat, et qui est un débat on va regarder avec beaucoup d'attention parce que c'est la première fois que ce débat va se poser dans un pays d'islam, de conciliation entre la liberté vestimentaire, parce qu'après tout c'est ça, et puis la liberté de la femme aussi, et puis les considérations d'ordre public et les considérations d'ordre religieux. Il va être intéressant, nous on en a beaucoup discuté en dehors, mais que les musulmans eux-mêmes se posent cette question et tentent d'y répondre, je pense que ça mérite d'être suivi avec attention. Merci, nous allons marquer une courte pause un instant, la deuxième partie de l'Africa Newsroom, à tout de suite.